Retournons donc loin, loin dans l'histoire, au début de la colonie. On va se fier à l'ouvrage du premier sociologue du Québec, Léon Gérin, sur la seigneurie de Sillery, qui regorge de bonnes sources documentaires. Les 100 associés confient aux Autochtones, le 13 mars 1651, la seigneurie de Sillery couvrant 1 lieue de front par 4 de profondeur, sous la direction des Jésuites. La ratification du roi nous dit qu'elle tire vers le nord. Je crois donc comprendre qu'elle devait initialement suivre l'orientation du territoire de Beauport. Les Jésuites finiront par lui faire longer la ligne nord-ouest de Goderville. À ce moment-là, Loretteville n'existe pas. Ça semble être plus une forêt inhabitée. La grande seigneurie des Autochtones s'étendait du fleuve jusqu'à environ Valcartier. La largeur était presque 5 km entre l'avenue Maguire et le pont de Québec. Il y a aussi eu une mission appelée Sillery, qui était sur le bord du fleuve et comptait des Autochtones de plusieurs provenances. Partant de l'île d'Orléans, les Hurons-Wendat, eux, se placeront plus tard vers 1668 et plus haut sur le plateau de Sainte-Foy, dans le coin du Cégep Sainte-Foy et de l'Université Laval. À ce moment-là, on peut voir sur une carte de Druyette datant de quelques mois avant l'arrivée des Wendat qu'autour des sites d'émission de Sillery et Sainte-Foy, des terres avaient déjà été concédées à des Canadiens français. La raison pourrait être la collecte des sens et rentes, le travail de la terre, possiblement même une technique pour l'assimilation des Autochtones. La mission de Sainte-Foy de Chaumonot, où se trouvait une chapelle, compte certaines cabanes d'écorce et des champs à cultiver selon la carte de Jean-Baptiste Franklin de la fin des 1600. En 1673, elle se déplaça à Lorette, l'ancienne, où, selon le père Martin Bouvard, en 75, on construira des cabanes d'écorce autour de la chapelle et on conservera la tradition de la chasse saisonnière. D'après les volumes 58 et 60 des Relations des Jésuites, on continua à cultiver les terres de Sainte-Foy pendant quelque temps. Et entre-temps, la seigneurie de Saint-Gabriel se concrétisera à l'intérieur du territoire de la seigneurie de Sillery. Rappelez-vous que Loretteville est dans l'ancien territoire de la seigneurie de Saint-Gabriel. Selon Gérin et ses sources, Saint-Gabriel a d'abord été attribué au seigneur de Beauport, M. Giffard, et était à ce moment-là un territoire non bien défini qui entrait potentiellement en conflit avec celui de Sillery. En fait, on avait donné du territoire à gauche de Beauport sans vraiment réaliser qu'on était dans Sillery. Il semble qu'on n'ait jamais rectifié la situation officiellement. Et, en fin de vie, Giffard aurait vendu le territoire aux Jésuites, territoire qui était toujours en conflit. Les Jésuites, eux, étaient déjà dans Sillery depuis longtemps, nommés par l'Entente comme directeurs pour appuyer les Autochtones dans la gestion de leur seigneurie. Selon ce que j'en comprends, le capitaine des Autochtones néophytes, adhérant à la religion catholique, pouvait concéder les terres autant aux leurs qu'aux Canadiens français, tant que c'était fait sous l'approbation des Jésuites. Dans les 1660 et 1670, quand Saint-Gabriel passe des mains de Robert Giffard à celles des Jésuites, ces derniers semblent avoir décidé d'établir la limite sud de Saint-Gabriel au coude de la rivière Saint-Charles, tronquant ainsi une bonne partie du territoire de Sillery, et de mettre la limite ouest de Sillery sur la ligne nord-ouest de Goderville. Il est difficile de dire quel était l'objectif, mais on peut croire qu'à ce moment-là, une partie du territoire qui était sous la direction des Jésuites est devenue la propriété de ces derniers. Donc, la légitimité de cette part de l'histoire reste quand même à ce jour questionnée. S'ensuivent alors les vrais débuts des Lorettes. L'ancienne Lorette, là où Chaumonot avait déménagé sa mission vers 1673, était donc dans le territoire de la seigneurie de Saint-Gabriel.
les Jésuites concédèrent environ à ce moment-là quelques terres dans le coin de Bourg-Saint-Antoine, loin en haut de l'ancienne Lorette. Sur la carte de Villeneuve des 1680, on peut voir la disposition de quelques-uns des habitants qui étaient là. Notamment ceux le long du chemin partant de Charlesbourg, là où il y avait une chapelle, et allant jusqu'au bourg du Grand Saint-Antoine qui deviendra plus tard le cœur de la jeune Lorette. Une légende sur la carte nous permet d'identifier quelques-uns des premiers habitants des Saint-Antoine, concentrés proches environ du boulevard Bastien et de la rue Racine. Les propriétaires de bâtisses à l'ouest des Chutes étaient, au Grand Saint-Antoine, M. Lépine du Buisson, ou Guyon, Simon Savard, Jacques Auvray, François Barbeau et M. Laverdure des Gazilliers. Ceux qui étaient de l'autre bord de la rivière, dans le coin de ce qui s'appelait Saint-Romain ou le Petit Saint-Antoine, étaient Louis Bédard, Jean Poitier, un bonhomme Bédard, la veuve de Germain Vanier, Clément Guérin, Guillaume Renaud, Jean Le Rouge et Louis Bédard. Un peu plus loin vers l'est, on pouvait même trouver des vieilles cabanes autochtones. Mario Lucier, de la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles, a effectué une recherche qui a permis d'identifier plusieurs des premiers censitaires de Lorette. Les premiers qui étaient mentionnés entre 1674 et 1676 étaient Emmanuel Lopez d'Imadère ou Lops d'Imadère, René Bisson et Jean Marnet, au Grand Saint-Antoine, qui avait comme voisins Saint-Jean-la-Personne et Jacques Barbeau. Le tableau permet de voir les censitaires trouvés par cette recherche, incluant certains voisins mentionnés aux actes de concession. L'année d'arrivée des Wendat à l'ancienne Lorette en 1673 coïncide donc approximativement avec la venue des premiers colons dans le coin de ce qui deviendra plus tard la jeune Lorette. Chaumonot meurt en 1693 après avoir consacré une bonne partie de sa vie aux Hurons. Peu après, en 1696, au moment où le missionnaire supérieur était désormais Michel de Couvert, on décida de déménager la mission Huron-Wendat sous prétexte que la terre ne permettait plus de faire pousser suffisamment de blé d'Inde. On pourrait aussi mentionner la demande en 1698 de l'évêque de Québec nommé Saint-Vallier, qui était de donner et concéder le terrain de la mission pour qu'elle serve aux habitants de l'ancienne Lorette. Michel de Couvert aurait alors tout emporté de l'église, ornements, autels, serrures, vitres et même charnières, ce qui était furieux de se départir de la propriété ou simplement attaché à ces objets. Le nouveau site se transporta à la jeune Lorette, là où se trouve aujourd'hui Wendake. Joseph et Nicolas Brosseau seront déplacés pour faire place à la mission qui sera aux côtés des censitaires qui avaient déjà été placés quelques années auparavant. Selon la même lettre de Bouvard, ça prendra jusqu'en 1700 avant qu'on commence à bâtir la nouvelle chapelle. Maintenant, en lien avec Sillery, en 1699, les autorités coloniales ont finalement concédé officiellement la parcelle de Sillery qui restait sous Saint-Gabriel aux Jésuites. Et ce, on pourrait croire, sans le consentement des Autochtones. Donc, pour résumer la part de cette seigneurie, on pourrait ainsi dire que la création officielle de la seigneurie de Saint-Gabriel pour les Jésuites, retranchant 2/3 du territoire de Sillery, suivi du déplacement des Wendat dans Saint-Gabriel et l'octroi de Sillery aux Jésuites comme propriétaires et seigneurs, a été la chaîne d'événements à la base des débats qui perdureront longtemps jusqu'à ce jour.